Trump a l'intuition que le monde change avec des réflexes du monde d'avant. C'est-à-dire on, on essaye de nous berner, on essaye de... Et ça ne marche pas. Alors si ça ne marche pas, j'écrase. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité. Je tiens à nouveau à vous rappeler que notre dernier mag Iran, Syrie, Gaza, l'offensive des néoconservateurs est toujours disponible en vente dans près de 5000 kiosques partout en France. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour Joséphine. Et donc ce mercredi, à l'occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Chine, le président russe, nord-coréen et chinois ont tous les trois assisté à une parade militaire à Pékin. Et donc, première question, pourquoi cette réunion de ces trois hommes politiques? Alors, réunion, effectivement, d'une date prévue il y a longtemps, qui est, on va dire, la fin des hostilités, la fin de la Seconde Guerre mondiale dans la zone Pacifique, en fait, donc la fin totale de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait déjà eu la parade à Moscou le 9 mai pour les Russes, 8 mai pour le reste du monde. 1940 pour célébrer la fin, donc le 8 mai 45. Et là maintenant, il y a un dernier volet qui est cette date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc dans le Pacifique. Pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle fait suite au sommet de l'OCS, de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont nous avons débattu hier dans cette émission, dans ce décryptage d'actualité. Il s'agit à la fois pour Vladimir Poutine et pour Xi Jinping, pour la Chine et pour la Russie, en fait, qui jouent une partition à deux dans cette histoire, d'accumuler les symboles, avec, dans un premier temps, effectivement, l'OCS mettant en avant, l'amitié entre la Chine, l'Inde et la Russie. On a vu les trois leaders se congratuler, plaisanter entre eux, et puis là, donc il n'y a plus l'Inde dans ce nouvel épisode. Vladimir Poutine a fait le trajet entre Xinjiang et Pékin dans sa limousine qu'il a fait venir aussi, donc il a retrouvé Xi Jinping à Pékin, et ils ont adjoint le leader nord-coréen Kim Jong-un à cette parade, on va dire, à cette démonstration de force. Ce qu'il fallait au départ, c'est montrer l'idée. Évidemment, tout ça est construit contre l'Occident et contre Donald Trump, hein. On va pas se leurrer. On analysera d'ailleurs la réponse de Donald Trump, mais tout ça, c'est pour dire, voilà, maintenant le Sud global, appelons-le, ou les BRICS, ou en tout cas le reste du monde, sauf l'Occident, ne compte plus aujourd'hui se faire dicter ce qu'il doit faire. Il annonce d'abord ses alliances. Il montre que ces alliances sont solides entre la Chine et la Russie. Ça n'a jamais été évident, mais là, il semble qu'à travers la guerre en Ukraine, ces deux pays se soient rapprochés considérablement. Entre la Chine et l'Inde aussi, il y a eu beaucoup il y a même eu des conflits encore récents avec des morts pour des différentes frontières. Il y a une compétition économique, une compétition au niveau aussi du pays le plus peuplé du monde, puisque l'Inde est passée devant la Chine avec 1,4 milliard d'habitants. Bref, on est face à deux mastodontes, plus un mastodonte, on va dire, énergétique, qui est la Russie. Et tout ça, finalement, l'idée est de montrer que bien ils sont là, posés pour des photos. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que il y a chez Poutine une manie de poser dans des limousines avec d'autres leaders. Il avait commencé avec Trump à Anchorage, mais là, ce qu'il veut montrer à Trump, on l'a pas vu avec Xi Jinping, mais on l'a vu avec Narendra Modi au moment de l'OCS, du sommet de l'OCS. Et là, on le voit avec Kim Jong-un dans la même limousine. Voilà, il y a l'idée que Poutine aime se montrer dans une limousine, dans sa limousine en l'occurrence, avec des leaders, montrer qu'il n'est pas isolé, c'est surtout le message.
contrairement aux objectifs des Européens et des Américains au moment du début de la guerre en Ukraine. L'idée, c'était d'isoler la Russie. Et là, la démonstration du point de vue russe, après je vais analyser le point de vue chinois, mais du point de vue russe, c'est de montrer que le monde, en fait, Vladimir Poutine a beau avoir un mandat d'arrêt international du tribunal pénal qui lui colle, qui lui colle à la peau, personne ne l'arrête. Il va où il veut, même en Amérique. C'est vrai que l'Amérique ne reconnaît pas le TPI, mais en tout cas, il n'est pas arrêté et il est célébré comme peut-être l'homme pivot de toute cette architecture. Pour ce qui est de la Chine, ce qui est très intéressant, vous évoquez cette parade, c'est une parade sur laquelle on voit la démonstration de force de l'armée chinoise, et ça c'est très important vis-à-vis des Américains, avec les nouveaux missiles, les nouveaux avions qui sont exposés, les drones, toute l'architecture de la Chine militaire, et on se rend compte que, eh bien, finalement, dans cette parade, au cours de cette parade, des armes hypersoniques, par exemple, ou d'autres, très très en pointe, notamment même par rapport aux Américains, ont été montrées. C'était l'idée pour la Chine de dire, voilà, nous sommes une puissance militairement qui compte. Si vous voulez nous affronter, sachez que voilà, nous avons tout ça. Et c'est très important, et donc l'utilité évidemment de récupérer une date comme ça, fin de la Seconde Guerre mondiale, ça permet de clôturer une séquence des 80 ans qui a été célébrée avec des polémiques, l'absence des Russes en Occident, au D-Day, etc. Et du même coup, aussi, de la part des Russes, une manière de récupérer ce symbole, parce que pour eux, c'est très important, les 20 millions de morts, rappeler qui s'est sacrifié le plus pendant cette Seconde Guerre mondiale. La Chine, c'est un peu annexe, mais elle a quand même été occupée par le Japon, la Mandchourie en particulier, et c'était une occupation très très dure. Taïwan aussi a été, occupée. Donc voilà, c'est une manière de dire on en a fait partie, on a fait partie de ce conflit, et d'utiliser ça pour aujourd'hui marquer des points et montrer que ce monde qui est en train de naître, eh bien, finalement, il est prêt, il est là, il n'est pas simplement théorique, il n'est pas simplement dans les fantasmes d'un ou deux, et que ces pays, contrairement à ce qu'auraient souhaité les Occidentaux, s'entendent très bien. Vous savez, aux États-Unis, il y a trois... il y a Henry Kissinger, George Kennan et Zbigniew Brzezinski qui avaient dit, qui étaient des penseurs, des diplomates, hommes d'État, qui ont dit attention, ce qu'il faut surtout éviter, c'est que la Chine et la Russie soient ensemble. Là, on a la démonstration qu'ils sont solidement ancrés l'un à l'autre. Mais donc, pour revenir à ce que vous avez dit, est-ce qu'on pourrait qualifier cette rencontre, enfin cette nouvelle rencontre, de véritable mise en scène diplomatique? Est-ce qu'il y a un but derrière tout ça? Bah oui, totalement. Enfin, c'est un petit peu le but. Il est double. Tenir la dragée haute à Donald Trump, lui montrer que on n'a pas peur de ces tarifs douaniers, que même si on a des intérêts à commercer avec les États-Unis, s'il va trop loin, on peut trouver la parade. La Russie étant la démonstration du pays qui a su contourner toutes les sanctions. Qui a su rester avec une économie à flot, même si elle a des difficultés, et même si aujourd'hui, au niveau, à plein de niveaux, mais la Russie manque d'investissement, on dira, étranger, je parle. Elle a tenu 3 ans de guerre, alors que l'objectif, je vous dis, des Occidentaux, et en particulier des Américains, était de l'isoler, et de la fragiliser. Ça n'a pas été le cas, et ce que veulent dire notamment des acteurs comme l'Inde, qui est taxée lourdement par les États-Unis au niveau des tarifs douaniers en raison du fait que l'Inde écoule le pétrole russe, c'est-à-dire contourne les sanctions imposées par les États-Unis, l'Inde va dire, regardez, en fait finalement ça ne m'atteint pas beaucoup parce que
vous avez vu les alliés que j'ai. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi des pays annexes qui s'alignent. On a vu la Turquie à l'OCS, qui est pourtant dans l'OTAN, mais qui faisait partie de ce sommet. Alors vous me direz, c'est une alliance régionale de la zone asiatique, mais quand même, le symbole de voir Erdogan présent, de voir Aliyev, le président azerbaïdjanais, de voir Péchénian, le président arménien, premier ministre arménien, enfin, d'être là, plus le Vietnam, plus d'autres pays, la Mongolie, l'Ouzbékistan, qui sont, on va dire, des acteurs économiques, géopolitiques importants en Asie centrale, et le contrôle justement entre la Russie, ou on va dire le partage entre la Russie et la Chine de cette zone d'Asie centrale est important, parce que c'est vraiment le contrôle total de l'Asie, et l'Occident n'a plus voix au chapitre du tout dans cette histoire, mais la symbolique des photos parle d'elle-même, et je pense qu'il y avait dans l'intention de ces leaders, après toutes les séquences qui ont pu égrener l'été, que ce fut en Corrège, la réunion entre les Européens à Washington, et puis maintenant l'OSCE et la parade à Pékin, une sorte de réponse, quoi, une sorte d'écho, finalement, qui montre qu'on est peut-être en train d'assister à la naissance d'une nouvelle guerre froide. Mais donc l'Occident n'était pas invité à cette parade? Non, l'Occident n'est pas invité. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que même la notion d'Occident, à mon sens, aujourd'hui, doit être remise en question. C'est-à-dire, on a une Europe vassalisée par les États-Unis, on le voit bien. Une Europe qui est convoquée, qui n'est même pas convoquée, qui accourt à Washington quand Zelensky, président ukrainien, est convoqué, on va dire, par Donald Trump. Les leaders européens viennent, rappliquent, ils n'ont pas été invités au départ. Et Trump les jauge et leur parle comme si c'était, on va dire, des clients ou des vassaux, quoi, tout simplement. C'est-à-dire des gens censés exécuter les ordres sur lesquels des gens pour qui ni la France, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne n'ont de poids pour imposer leurs directives aux États-Unis, pour imposer leur point de vue, pour imposer même leur vision de la guerre en Ukraine. Ils sont obligés de s'aligner. Et aujourd'hui, la notion d'Occident, c'est plutôt l'Amérique, ses vassaux, on va dire, mais c'est surtout l'Amérique. Et là, c'est pour ça qu'on est vraiment dans une nouvelle guerre froide, puisque à l'époque de la guerre froide, bon, vous aviez des personnages comme De Gaulle, vous aviez qui tentaient de trouver une troisième voie, on va dire, entre, c'était ni Trust ni Soviet, De Gaulle, essayer de placer la diplomatie française et la France, tout simplement, au milieu de ces deux géants, de ces deux empires. Aujourd'hui, c'est même plus ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas... moi, j'ai écrit sur la rencontre d'Anchorage, c'est que on pouvait la comparer à Yalta, avec un Poutine, on va dire, victorieux sur le terrain, moins victorieux que Staline ne l'était à l'époque, mais qui avance sur le terrain. Un Trump qui est d'accord pour essayer de trouver et qui voudrait imposer la paix. Et puis, il n'y a pas de Churchill comme à Yalta, si vous voulez. Churchill avait réussi à se mettre avec les deux grands, et il portait la voix de l'Europe quelque part, ou la voix, une troisième voix. Là, il n'y avait personne. Là, il y avait Poutine, Trump. Donc, on sent bien que aujourd'hui, l'Europe est déclassée, elle est mise, et que un certain nombre de leaders l'ont compris, y compris de leaders européens, mais il y en a aussi qui l'ont toujours pas compris. Je pense par exemple que le rôle de Madame von der Leyen est de plus en plus contestable. En quoi cette personne qui n'était pas élue, dont les prérogatives ne sont pas de négocier avec Trump, quand elle est allée négocier avec Trump, elle nous condamne à être, par exemple, à acheter 750 milliards d'énergie aux États-Unis tous les ans. Enfin, on est quand même dans un mode de fonctionnement européen qui nécessite, à mon avis, une remise en question au vu de l'évolution et de la géopolitique internationale, au vu
cette montée en puissance de ce Sud global, alors, même pas si on peut l'appeler le Sud global, mais en tout cas de ces pays qui aujourd'hui s'affirment et qui aujourd'hui, on va dire, façonnent une forme d'unité. On n'est plus simplement avec des briques théoriques qui disent tiens, moi je vais adhérer, tiens, moi je vais adhérer, tiens, l'Iran, tiens, le Brésil, tiens, l'Algérie. Non, on est avec une vision alternative du monde, multipolaire, où des gens, par exemple, avec des intérêts contradictoires, arrivent à s'entendre pour être dans les BRICS. L'Arabie Saoudite, par exemple, et l'Inde, avec une vision indienne très hostile au monde musulman, et l'Arabie Saoudite qui veut en faire partie aussi. Donc on est dans un monde où il y a des adversités, où tout n'est pas réglé, où tout n'est pas cohérent. Mais on sent bien que le modèle hérité de l'après-guerre, modèle occidental, eh bien, est en train en ce moment de disparaître complètement. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on reconsidère nos relations avec ces pays, il va falloir qu'on revoie un petit peu notre vision des choses. Et pendant ce temps, eh bien, finalement, tout ça, pendant qu'on parle, pendant qu'on bavarde, eh bien, les choses se mettent en place. Alors justement, pour revenir sur l'Occident, en réaction à cette parade, Donald Trump s'est quand même beaucoup exprimé sur la plateforme X et a notamment accusé ces trois hommes Je crois que c'est politiques. Truth Social plutôt. Sa plateforme à lui, non? Oui, Qui est reprise par X. oui, En peut-être. fait, il fait, vous savez, il fait ses déclarations. Elles sont blanches et c'est des images qui sont relayées par la Maison Blanche. Pardon. Et donc, il a accusé ces trois hommes politiques de conspirer ensemble. D'abord, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Est-ce qu'il doit vraiment craindre cette peut-être future alliance? Écoutez, la façon dont le tweet ou le message de Donald Trump est tourné est intéressante parce qu'il rappelle à la Chine le sacrifice des Américains dans la guerre du Pacifique. Il commence par ça en disant vous fêtez voilà, le magnifique peuple chinois, son magnifique leader, etc. Il y a tout un tas de flatteries à la Trump. Vous fêtez ça, mais finalement, n'oubliez pas le sacrifice des Américains qui vous ont permis en fait de vous libérer du Japon, en fait. Et il prend prétexte de ça pour adresser ses sincères salutations, warmest, le terme, donc les plus chaleureuses, à Vladimir Poutine et à Kim Jong-un. Euh, et il dit, et j'espère que vous conspirez, que vous faites une bonne conspiration contre moi, quoi. Donc il y a quand même une chute assez brutale et assez menaçante, en disant vous êtes en train de conspirer contre moi. Donc c'est un peu Trump contre le reste du monde, là. On sent bien, enfin, on sent bien qu'il y a une prise de conscience de ça, mais aussi une prise de conscience à travers un tweet comme ça qu'on ne peut pas faire grand-chose et que les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose. Je pense que Donald Trump euh, hérite d'une pensée américaine. On le voit par exemple dans sa gestion de Nicolas Maduro au Venezuela, que l'Amérique, en faisant pression, en faisant des démonstrations de force, va faire plier un leader, comme elle le faisait dans les années 50. Quand ça marchait pas, on utilisait la CIA pour fomenter un coup d'État. Allende au Chili, par exemple, hein, l'installation de Pinochet, ou au Guatemala, tous ces coups d'État, ou même comment le président Mossadegh renversé en Iran pour remettre le Shah d'Iran à sa place. Ces méthodes que les Américains utilisaient dans le cadre de la doctrine, on va dire du containment aussi, c'est-à-dire la doctrine d'affrontement avec l'URSS, avec le monde communiste, c'est-à-dire l'idée de garder à soi des leaders, fussent-ils des dictateurs comme Marcos aux Philippines, peu importe que ce soit un dictateur qui torture des gens ou qui muselle son opposition, à partir du moment où il était avec les États-Unis, ça a toujours été le cas, eh bien, c'est ça qui comptait. Et les méthodes coercitives étaient utilisées au nom de la liberté, de la démocratie, etc. Le personnage en face étant transformé en infâme barbare, dont l'élimination était absolument indispensable pour le bienfait de l'humanité. Ça, c'est toujours le principe. Et Trump hérite de cette
illusion de la puissance américaine. Je ne dis pas que l'Amérique n'est pas puissante, hein, avec un budget de 1000 milliards de dollars, je sais que c'est un chiffre que je répète souvent, mais c'est quand même absolument considérable. Le budget militaire américain reste considérable, l'Amérique a encore plein d'atouts, mais Trump a l'intuition que le monde change avec des réflexes du monde d'avant, c'est-à-dire on, on essaye de nous berner, on essaye de... Et ça ne marche pas. Alors si ça ne marche pas, j'écrase. Je vais régler le problème iranien. Ça ne marche pas, ils vont avoir la bombe atomique, il y a des centres nucléaires, paf, j'envoie mes B2, je vais envoyer mes meilleures bombes GBU 57 capables de détruire un bunker à 20 mètres sous terre. Voilà, je vais régler le problème. En réalité, on ne sait même pas s'il est vraiment réglé ce problème, si cette mission en appui de l'offensive israélienne a donné des résultats. Mais bon, il y a quand même toujours cette idée chez Trump qu'on peut, in fine, régler les choses par la force. Or, en réalité, je pense que ce qu'il réalise à chaque fois, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec l'Ukraine, hein, puisque au moment de ces célébrations et au moment où Donald Trump adresse ce tweet, les Russes ont balancé quelques 500 drones sur l'Ukraine la nuit dernière, sur diverses villes du pays, sur des industries, encore du côté à Dniepro, je crois, une usine qui est en feu depuis 3 jours en Ukraine. Donc en fait, les combats continuent, le front n'a absolument pas baissé d'intensité et tout est bloqué sur l'Ukraine. On n'entend pas Trump en parler parce que quand il en parle, c'est pour dire, alors si, il a dit qu'il était déçu par Vladimir Poutine, il l'a redit à nouveau, et en fait, il ne cesse d'être déçu par Vladimir Poutine, parce qu'il veut à tout prix rester, on va dire, réinstaller des rapports avec la Russie, il veut faire partie de ce monde qui est en train de naître. Je pense qu'il a vraiment cette intuition. Il a l'intuition que l'Amérique qui intervient au nom de la liberté avec les idées des néoconservateurs, d'imposer des démocraties par la force aux 4 coins de la planète, ça ne marche pas, que ça a coûté des milliards de dollars et qu'aujourd'hui il faut voir les choses autrement et que le monde est multipolaire et que l'Amérique doit s'inscrire dans ce monde multipolaire. Donc il utilise cette technique des tarifs douaniers, ça c'est son arme, qui marche plus ou moins bien, mais qui a quand même qui est prise au sérieux maintenant. Alors, au début on disait mais c'est n'importe quoi, il change d'avis, etc. Il veut mettre 100%, tout à coup il veut... Non, on a vu avec l'Europe qu'il a asservi l'Europe, il l'a vassalisée, en imposant des achats d'armes, en imposant des achats d'énergie à l'Europe, en contrepartie d'une taxe seulement de 15% des produits européens à l'exportation aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'on se fait imposer 15%, et en plus, pour ne pas avoir 30%, on va acheter des armes américaines, donc en fait finalement on est lié aux États-Unis maintenant et on est vraiment des vassaux, qui acceptent les règles et qui n'ont pas le choix. Et donc donc on sent quand même qu'il a voilà, il a des ambitions. Il y a eu cette histoire de terres rares en Ukraine. Il y a toujours qui est sous-jacent l'histoire du Groenland. Je pense que d'ailleurs dans les rapports entre les Russes et les Américains, si d'aventure les Américains décident d'envahir le Groenland, je ne pense pas que les Russes y voient aucun inconvénient. Je pense que le partage du monde a déjà eu lieu. Dans l'idée d'une guerre froide 2.0, c'est-à-dire on se fait des sommets, on s'entend, de temps en temps il y a des points de friction, mais globalement on s'organise. La guerre froide d'ailleurs a été comme ça, hein. Il y a eu des périodes de tension énormes au moment où les Russes avaient abattu un avion de ligne sud-coréen. C'est dans les années 80. Il y a eu des pics de tension avec la crise de la baie des Cochons, la crise des missiles cubains. Bref,
l'insurrection de Budapest, le coup de Prague en 68, donc Budapest 56, Prague en 68, à chaque fois c'est des moments de tension énormes, le blocus de Berlin, juste après la Seconde Guerre mondiale, donc là on est dans des moments de tension énorme de cette guerre froide, mais il y a eu aussi des moments de dialogue, des sommets, etc., etc. Et on est en train de voir un peu cette architecture se reproduire, cette division du monde, mais globalement les Américains voilà, comprennent, et je pense que Trump a du mal, mais ça se fait au forceps, mais la naissance de ce nouveau monde impose que les États-Unis n'aient plus ce rapport de domination et d'écrasement. Vous savez, les États-Unis ont inventé un concept depuis la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, typiquement qui s'appelle le carpet bombing. Carpet bombing, c'est-à-dire le bombardement, on écrase tout comme un tapis en fait, on met tout au sol. Carpet bombing qu'ils ont utilisé au Cambodge, qu'ils ont utilisé au Vietnam, qu'ils ont utilisé Hiroshima, Nagasaki, hein, je le mets un peu dans le désordre, mais deux bombes atomiques, 200 000 morts à chaque fois. Sur le Japon, le bombardement de Tokyo avec les fameuses tempêtes de feu. C'est-à-dire que le bombardement est si intense qu'il y a une sorte que le feu lui-même est comme un phénomène atmosphérique, c'est complètement dingue. Donc ça, c'est les Américains qui ont inventé tous ces trucs-là. Les Allemands étaient forts aussi pour bombarder Coventry, Londres et compagnie, mais ils n'ont pas bombardé autant. Et quand les Américains ont décidé de bombarder l'Allemagne nazie, là, il y a eu, ou les Anglais, leurs alliés, avec Dresde. Donc ça, c'est la façon ancienne de dire on n'arrive pas à résoudre le problème, on va massivement l'écraser sous des bombes. Aujourd'hui, ça marche plus. Régis, un grand merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt.